suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau un peu fragile, rien qu'un moineau ébouriffé, mais un moineau en liberté. Je sais, je peux pas voler très loin, et puis j'ai peur dans le brouillard. Alors je vais où vont les trains, posés sur les voies de départ. Les voyageurs un peu surpris de voir un moineau qui s'égare, un moineau qui pépille et crie. Je suis peut-être pour eux un oiseau rare. Je suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau un peu fragile, rien qu'un moineau ébouriffé, mais un moineau en liberté. Parfois sur le bord d'une fenêtre, je vais voir vivre les humains. Ils font des gestes et je dis que peut-être ils vont bien me tendre leurs mains. Mais quand sur la table ils se jettent, moi j'attends d'eux un petit grain. S'ils claquent leur volet sur ma tête, je bats des ailes et je vais plus loin. Je suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau un peu fragile, juste un moineau, moineau de trottoir, un petit moineau un peu bizarre. Des fois je rêve à cet arbre à pain où je voudrais un jour me poser, profiter du vol des cousins que je vois chaque saison passer. En attendant, je prépare mes ailes, même si je sais que c'est pas demain que je pourrais, comme une hirondelle, voler jusqu'au sol africain. Je suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau un peu fragile, rien qu'un moineau ébouriffé, mais un moineau en liberté. Je suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau un peu fragile, rien qu'un moineau qui voit pas bien, mais un moineau qui voudrait bien voler plus loin. Je pense que vous connaissez le pierrot. C'est bien sûr le moineau domestique. Ce petit passereau est tellement lié à notre histoire qu'il a imprégné toute notre culture. Il est devenu une référence parmi les oiseaux. Arrivé à la suite des hordes barbares, le moineau a conquis le vaste monde en liant sa destinée à celle des humains. Tirant profit des restes souvent abondants de nos sociétés, il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, pourvu qu'il trouve gîte et couvert. L'assimilation entre piaf et oiseau est récente, mais elle a eu des antécédents célèbres. Il y a bien longtemps déjà, alors que notre bon moineau répondait au doux nom de passereau, du latin passer égale moineau, son patronyme désignait toutes sortes de petits oiseaux. Aujourd'hui encore, dans plusieurs régions françaises,
Le passereau désigne en langage populaire à la fois le moineau, mais aussi tout ce qui lui ressemble de près ou de loin. Assenteur-mouchet, fauvette à tête noire, troglodyte mignon. Est inutile de rappeler que ce terme devait, lui aussi, passer à la postérité en désignant l'ensemble des oiseaux appartenant à l'ordre le plus répandu sur la planète, celui des passereaux. Accusé à tort de mettre à mal les récoltes de céréales, le moineau a vu sa tête mise à prix. Frédéric le Grand de Prusse, vers 1740, ordonna de les détruire et offrit une prime de 6 centimes par tête. Le résultat ne se fit pas attendre. Jardins et arbres fruitiers furent envahis par les chenilles et les insectes. Il fallut alors réintroduire en toute hâte les moineaux que l'on avait détruits à grands frais, malgré des études précises qui avaient mis en valeur la grande part insectivore de son régime alimentaire. On peut le qualifier de prolétarien et d'autres péjoratifs. Cela n'enlève rien au fait qu'il est l'oiseau le mieux adapté à vivre aux côtés et aux dépens de l'homme, aussi bien dans la grande ville qu'au village et dans la cour des fermes. Si commun qu'on le regarde à peine, hardi et prudent, il s'introduit partout où il trouve quelques miettes à picorer. Et cela ne date pas d'hier. Depuis quand le moineau domestique est-il le compagnon de l'homme ? Chacun sait reconnaître le mâle à sa belle bavette noire, à sa calotte grise, bordée de roux et de noir, à ses joues presque blanches. En automne, les larges bordures pâles des plumes masquent les ornements de la tête et de la poitrine. La femelle et les jeunes, plus petits, sont vêtus de brun et de gris. Ses allures, nous les connaissons. Robuste et trapu, il sautille sur ses pattes écartées, si bas que son ventre paraît traîner. Le plumage est lâche et gonflé. Les ailes pendent un peu. La queue semble expressive avec ses mouvements nerveux. Sa vigilance est rarement en défaut. Il sait quelle distance il doit garder et ce qu'il peut se permettre. Sans gêne, il picore sur les tables et sous les chaises des restaurants, pénètre parfois dans les maisons, reconnaît les personnes qui le nourrissent et se pose même sur elles. Mais un geste éveille ses soupçons. Les poursuites le rendent méfiant et farouche. Les jeunes sont visiblement moins expérimentés que les adultes qui savent éviter les embûches avec beaucoup de perspicacité et ne s'éloignent guère d'un refuge quelconque. Le moineau est avant tout un oiseau percheur, bien qu'il se nourrisse volontiers à terre. Il arrive même parfois à se suspendre aux extrémités des branches. Mais il est toujours assez lourd d'aspect et de mouvement. Son vol même n'est pas gracieux, quoique rapide, direct ou onduleux, selon les cas, avec des battements d'ailes pressés. Pour lui, c'est avant tout un moyen de locomotion utilitaire et non une occasion de plaisir. Il aime se baigner dans une flaque, s'ébrouer à grandes éclaboussures.
À d'autres moments, il prend un bain de poussière en grattant la terre et agitant les ailes. Et il est très curieux de voir cette action se propager par contagion aux autres moineaux du voisinage et former autant de petits cratères dans le sol. Tout en restant indépendant, le pierrot est très sociable, rarement seul, presque toujours en contact visuel ou vocal avec ses congénères, avec lesquels il vit en colonie. Pendant l'été et l'automne, on peut voir de grandes troupes de moineaux domestiques, composées en forte majorité de jeunes qui rôdent dans les champs, piaillent dans les haies et se mêlent volontiers aux friquets, aux bruants, aux pinsons et autres fringilles. Alors que la plupart des moineaux adultes et cantonnés dorment dans les nids et les cavités aménagées à cet effet, les autres se rassemblent volontiers dans un dortoir commun, surtout dans les villes. Vers le soir, par petits groupes, ils survolent les toits et convergent vers le lieu de réunion, en général un groupe d'arbres ou une paroi de maisons couverte de lierre, où leur bruyant conciliabule se prolonge jusqu'à la nuit. Je connais plusieurs de ces dortoirs, dans du lierre dominant des rues ou des places très fréquentées. Au-dessus du trafic intense, les moineaux piaillent par centaines à la lumière des lampes électriques, puis s'endorment peu à peu. Selon les lieux, ils rallient aussi des haies, des massifs de bambous ou de roseaux, des amas de branches coupées, des avant-toits. Ils se creusent même des loges dans le foin. Ils s'éveillent assez tard le matin. Si ce moineau est devenu domestique, c'est-à-dire attaché aux maisons de l'homme, c'est évidemment par intérêt, afin de profiter du grain de ses récoltes. En effet, sa distribution dépend avant tout de celle des céréales, blé, seigle et avoine, qui lui donnent sa nourriture de base, même sous forme de pain. Il s'abat en troupes dans les champs, glane dans les fermes, autour des meules et des batteuses, exploite les poulaillers, les fumiers et le crottin, donnant sa préférence au grain en lait. En outre, il mange les semences d'une foule de plantes sauvages ou cultivées, et même celles des conifères. La verdure tendre n'est pas dédaignée. Jeunes pousses, bourgeons, feuilles, boutons de fleurs et fleurs elles-mêmes. On sait qu'il aime les fruits juteux et doux. Cerises, prunes, fraises, raisins, groseilles, poires. À la belle saison, les insectes lui fournissent un appoint sérieux. Hannetons et autres coléoptères, sauterelles, papillons et chenilles, pucerons, diptères qu'il poursuit souvent au vol. À l'occasion, il prend des araignées et des vers de terre. La densité de son peuplement dépend avant tout de la nourriture disponible. Aussi est-il plus abondant dans les localités rurales et en banlieue qu'à l'intérieur des grandes villes, surtout depuis que le moteur y a supplanté la traction animale. Les moineaux des villes, qui se nourrissaient de crottins, ont diminué en nombre, mais se maintiennent grâce à leur sobriété et à leur ingéniosité. Ils se contentent de quelques graines, de déchets divers récoltés dans les rues, sur les toits et dans les gouttières, des insectes attirés par les lumières, de tout ce qu'ils peuvent ramasser, notamment dans les parcs. Bref, ce sont des omnivores débrouillards.
Tandis que les moineaux continuent leur vie, voici une image extraordinaire sous le soleil matinal. Une huppe faciée qui réalise son toilettage. La huppe faciée est le visiteur le plus spectaculaire. C'est un splendide oiseau avec son appendice plumeux sur sa tête. Cette crête, qui peut être dressée en éventail, lui a donné son nom. Elle possède un bec effilé qui est utilisé pour extraire du sol des larves et des insectes. Son plumage est d'un orange rosé foncé et elle a les ailes et le dos rayés de noir. Si l'espèce est limitée dans l'espace par sa dépendance de l'homme, ce serait une erreur de croire que chaque village ou chaque maison a ses moineaux. Quoique très répandus, ils manquent en certains endroits, parfois pour des raisons inconnues de nous, ou bien parce qu'il n'y a point de céréales, que le climat hivernal est trop rude, l'isolement trop grand. À la montagne, ils ne s'installent pas dans les villages qui ne sont pas habités en hiver, et sa distribution est inégale. Selon des études réalisées dans un milieu rural d'Angleterre, les moineaux domestiques constituent de petites colonies de 10 à 15 couples, des sortes de clans qui n'ont que peu de contact entre eux. Les adultes qui forment une colonie ne s'éloignent guère de la maison ou du groupe de bâtiments qu'elle occupe et lui restent fidèles. Les jeunes se répartissent en septembre-octobre parmi les colonies dans un secteur restreint et s'emparent des emplacements vacants. Il semble que les nids au centre de la colonie, possession des vieux mâles surtout, ont une importance plus grande que ceux de la périphérie. La construction des nids et les pontes paraissent synchronisées par des parades collectives pour chacune des colonies différemment. Il serait intéressant de vérifier ces observations en d'autres lieux. Les mâles sont en général plus nombreux que les femelles. Dès le début de janvier, et même en automne déjà, ils prennent position sur certains points bien en vue et défendent leur place. Ils chantent un moment le matin, puis ils passent le reste du jour en compagnie et reviennent dormir le soir. Peu à peu, la durée de leur présence matinale se prolonge. Ils choisissent une cavité qui devient le territoire avec ses abords immédiats où les intrus ne sont pas tolérés. Le moineau domestique place son nid en toutes sortes d'endroits, de préférence à une certaine hauteur dans des cavités ou des niches des bâtiments, surtout sur les chevrons des avant-toits et sous les tuiles, puis dans les arbres, les lierres touffus, les rochers. Il occupe aussi des nichoirs. Ici, il s'est installé dans un nichoir à mésanges chez Guénaël. Ce couple vient déjà tous les ans. Pourtant, le diamètre est de 30 mm, juste pour une mésange charbonnière, mais les moineaux arrivent quand même à rentrer. Il peut aussi occuper des nids d'hirondelles et il n'hésite pas à en expulser leurs habitants, sans égard et brutalement. On le trouve aussi dans des terriers d'hirondelles, de rivage, dans les airs des cigognes, des hérons, des rapaces ou des freux. À l'occasion, il édifie un nid en plein air dans les branches. Dans certaines régions, ce mode de faire est presque la règle et rappelle la nidification des tisserands africains. Ses parents. En principe, le nid est une boule de paille, de fibres et d'herbes sèches entrelacées sans soin, avec l'adjonction de brins de laine et de ficelles, de chiffons, de papier, avec une ouverture latérale ou supérieure. La cuvette interne est toujours garnie d'un grand nombre de plumes provenant de la basse-cour. Dans une cavité, le dôme est réduit à une claire-voie ou à quelques brins de paille recourbés. Quand le nid est situé dans un arbre, soit dans une enfourchure, soit dans les rameaux terminaux d'une branche, c'est une sphère ou un œuf volumineux, d'aspect désordonné, mais aux parois épaisses et bien couverts. Mâles et femelles construisent activement, mais l'instinct bâtisseur ne chôme jamais. En toute saison, on peut voir des moineaux transporter des plumes et des brindilles pour aménager des nids dortoirs. À fin avril ou au début de mai,
Les 5 ou 6 œufs tachetés sont pondus, puis couvés par les deux sexes à part égale pendant le jour, la femelle restant la nuit sur les œufs. Les relèves sont fréquentes, accompagnées de salutations et de pépiments infantiles. L'incubation dure 11 ou 12 jours, parfois jusqu'à 14 jours. Les petits sont nourris d'abord de larves et d'insectes, puis en partie avec des graines ramollies dans le jabot. Ils quittent le nid à l'âge de 13 à 16 ou 17 jours et se tiennent alors dans les feuillages où l'on entend leur cri doux. Pendant tout ce remue-ménage, cette chouette effraie dort avec ses deux petites. Il faut encore attendre de longues heures que le soleil se couche pour repartir en chasse malgré la bonne réserve de mulots. C'est surtout la mère qui les ravitaille, car le mâle se désintéresse plus ou moins de la nichée
dès qu'elle a une dizaine de jours. Les jeunes moineaux qui crient leur faim et poursuivent leur mère en pépiant sont en général des anormaux qui ne tardent pas à périr. Les autres, plus discrets, sont laissés à eux-mêmes une semaine et demie après l'envol. Avec ceux des autres familles de la colonie, ils s'agrègent en troupes indépendantes, tandis que les parents recommencent à nicher. La multiplication si rapide des moineaux domestiques est contrebalancée par une forte mortalité juvénile. Des jeunes meurent au nid, surtout pendant les pluies. D'autres tombent avant de pouvoir voler ou sortent malingres, mal formés, malades. Par inexpérience, beaucoup se font écraser par des autos, capturés par les chats. L'épervier est l'ennemi le plus redouté car il décime les moineaux en ville comme autour des fermes. Le hibou moyen-duc, la chouette hulotte et les fraies exploitent volontiers les dortoirs. Les grands froids sont aussi néfastes à ces oiseaux. Enfin, dans certaines régions agricoles, on les combat par le fusil et le grain empoisonné, qu'on ne saurait recommander. Malgré la sévère sélection naturelle et les persécutions des hommes, le moineau domestique a prospéré, mais maintenant il commence à diminuer. Grâce à l'homme, à ses bateaux et à ses chemins de fer, le moineau domestique a pu s'implanter sur d'autres continents. Introduit vers 1850 sur la côte orientale des États-Unis, il s'y est propagé partout, envahissant aussi le Canada et une partie du Mexique. En Amérique du Sud, on le trouve en Argentine, au Paraguay, au Brésil, au Chili et même sur les îles Falkland. Les colons l'ont aussi apporté aux îles Hawaï, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux îles Philippines, en Afrique du Sud, à la Réunion, Comores, et j'en oublie sans doute. Son extension n'est pas terminée. Grâce à son potentiel d'adaptation et d'incrustation, le pierrot est en voie de devenir cosmopolite sur les pas de l'homme. Mais les populations de moineaux déclinent rapidement dans toute l'Europe occidentale. Un phénomène encore inexpliqué qui inquiète d'autant plus les experts qu'il concerne une espèce dépendante de l'homme. Ce déclin est particulièrement net en Grande-Bretagne, où le moineau domestique, l'espèce la plus banale qui soit, a été inscrit sur la liste rouge des espèces d'oiseaux menacées, selon le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. En Grande-Bretagne, c'est de l'ordre de 90% à 95% des effectifs des moineaux domestiques qui ont diminué dans tout le pays depuis 10 ou 15 ans, indique Frédéric Barotto du Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux. C'est énorme, ils ont quasiment disparu, fait-il remarquer. Ce constat alarmant a été confirmé par certaines études dans d'autres pays. En Allemagne, 50% de diminution des oiseaux à Hambourg en 30 ans. En République tchèque, 60% de baisse à Prague en 20 ans. Aux Pays-Bas, en Belgique, Italie et Finlande. En France, il semble suivre la même pente, mais avec un décalage de quelques années par rapport à la Grande-Bretagne et aux autres pays d'Europe, précise-t-on au muséum. La baisse a atteint 11% entre 1989 et 2003, selon le programme de suivi temporel des oiseaux communs. Ce déclin laisse penser que c'est l'environnement immédiat du moineau, donc le nôtre, qui est affecté, selon les experts.
car le piaf est l'espèce d'oiseau le plus dépendant de l'homme pour son habitat, mis sous les toits, dans des conduits et cavités de toutes sortes, et sa nourriture, débris, miettes de pain. Paris est d'ailleurs un des bastions de l'espèce. Or, les raisons de ce déclin qui concerne les moineaux des villes comme les moineaux des champs restent floues. On soupçonne des concurrences d'autres espèces, l'intensification de l'agriculture, les pollutions en tout genre, peut-être certaines ondes électromagnétiques, ondes radio, ondes portables. Est-ce qu'il y aurait des maladies? Est-ce que c'est dû à une disparition des habitats? S'interroge Frédéric Barotteau. Les moineaux peuvent être affectés par une malaria aviaire, mais elle n'est pas systématiquement mortelle, et elle n'a rien à voir avec la grippe aviaire, fait-il remarquer. Fait troublant, la baisse des populations de moineaux domestiques survient après la quasi-disparition de 80% à 95% entre 1970 et 2000 d'une autre espèce de moineau autrefois abondant en Europe occidentale, le moineau friquet. Un peu plus petit que le moineau domestique, le moineau friquet a une tête beaucoup plus colorée par une calotte brun chocolat et non gris-brun comme le moineau domestique, un large collier blanc et une tache noire sur la joue qui est mieux délimitée. Ses joues sont plus étroites, la base du bec est plus mince et plus colorée, le dessus est plus roux que chez le moineau domestique. Le dessous est rosé. À l'inverse des moineaux domestiques, le mâle et la femelle sont identiques. En apparence, ils ressemblent fortement à son cousin, le moineau domestique, mais leur style de vie et leur sort sont différents. Le moineau friquet est à la base un oiseau des espaces étendus, proche des grandes fermes, et ces 20 dernières années, sa population a chuté de manière catastrophique. Ce déclin spectaculaire est dû, en grande partie, en raison de l'évolution des pratiques agricoles modernes, même si le siècle a enregistré des variations démographiques naturelles. Ce charmant petit oiseau pourrait s'éteindre complètement. En campagne, on peut essayer d'encourager le moineau friquet à utiliser les nichoirs pour aider sa préservation. Inquiets, les ornithologues du Muséum d'histoire naturelle ont mis en place un réseau de surveillance des populations de moineaux domestiques d'Île-de-France avec 10 stations de bagages des oiseaux, à Paris intramuros et autour de la capitale. Aujourd'hui encore, il en reste encore un peu. Plusieurs charmeurs perpétuent la tradition et je vous demande, Paris sans moineaux, serait-il toujours Paris ? S'il reste encore une pointe d'humanité dans nos cités et de vie dans nos campagnes, c'est sans aucun doute un peu grâce aux moineaux, Pierrot et d'autres piafs. Je suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau un peu fragile.
rien qu'un moineau ébouriffé, mais un moineau en liberté. Je sais, je peux pas voler très loin, et puis j'ai peur dans le brouillard. Alors je vais où vont les trains, posés sur les voies de départ. Les voyageurs un peu surpris de voir un moineau qui s'égare, un moineau qui pépille et crie. Je suis peut-être pour eux un oiseau rare. Je suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau, un peu fragile, rien qu'un moineau ébouriffé, mais un moineau en liberté. Parfois sur le bord d'une fenêtre, je vais voir vivre les humains. Ils font des gestes et je dis que peut-être ils vont bien me tendre leurs mains. Mais quand sur la table ils se jettent, moi j'attends d'eux un petit grain. S'ils claquent leur volet sur ma tête, je bats des ailes et je vais plus loin. Je suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau, un peu fragile, juste un moineau, moineau de trottoir, un petit moineau, un peu bizarre. Des fois je rêve à cet arbre à pain où je voudrais un jour me poser, profiter du val des cousins que je vois chaque saison.